Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux d'ouvrir cette conférence en compagnie de Marie Piessa, qui représente aujourd'hui le CEDEJ et qui est une ancienne de Sciences Po Grenoble, puisqu'elle a fait le master Méditerranée-Moyen-Orient que je dirige, et mon ami Jean-François Pérouse, directeur de l'Institut français d'études anatoliennes, dont je suis toujours un chercheur associé d'ailleurs. Et donc c'est un double plaisir justement de retrouver, je dirais, des personnes avec lesquelles j'ai travaillé très longtemps au cours des dernières années, et en même temps à célébrer une sorte d'accord finalement entre mon institution, Sciences Po Grenoble, le CEDEJ et l'IFEA. Alors nous allons parler de gouvernement métropolitain au Caire et à Istanbul, et mon rôle est un peu d'introduire de manière comparative, parce qu'il se trouve que j'ai vécu de longues années et que j'ai travaillé sur ces deux villes, 6 ans au Caire entre 2000 et 2006, et j'ai fait 2 séjours longs à Istanbul entre 88 et 92, et par la suite entre 2006 et 2010. Et donc l'objectif de mon intervention, c'est de présenter un peu de manière comparative la problématique qui va être celle du gouvernement métropolitain au Caire et à Istanbul. Alors très rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, je commence par cette carte. Le Caire, Istanbul, l'Égypte, la Turquie, indiscutablement deux portes du Moyen-Orient. Et je dirais que cet intérêt stratégique des deux pays, au nord et au sud de la Méditerranée orientale, c'est aussi l'intérêt stratégique des villes, qui ne sont pas d'ailleurs deux capitales, puisque nous allons le voir, si le Caire est effectivement la capitale de la République arabe d'Égypte, Istanbul n'est pas la capitale, comme vous le savez, de la République de Turquie, mais c'est Ankara. Donc, et ce positionnement, d'ailleurs, on va le voir, peut-être plus stratégique pour Istanbul, qui est au cœur des détroits, en particulier au contrôle le détroit du Bosphore, même si Istanbul n'a pas un accès direct sur la mer Méditerranée, puisque le détroit débouche sur une mer intérieure qui est la mer de Marmara, et il faut passer les Dardanelles ensuite pour accéder à la mer Égée et à la mer Méditerranée. En revanche, le Caire est proche d'une zone stratégique, mais c'est une ville qui n'est pas au bord de la mer et qui n'est pas au bord non plus du canal de Suez, qui est probablement le secteur le plus stratégique dans l'environnement du Caire. Alors, voilà un positionnement également dans les deux États qui est différent, avec Istanbul, qui est beaucoup plus, je dirais, positionné de manière beaucoup plus marginale par rapport au territoire turc, formellement à cheval sur l'Europe et l'Asie, mais qui a été, on va le redire, au cœur en fait d'une autre puissance qui s'appelait antérieurement l'Empire ottoman, et qui a été capitale d'empire finalement depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Et puis le Caire, qui est au bout du delta du Nil, une position plus centrale, mais comme je le disais, de toute manière un peu moins stratégique. Quelques chiffres significatifs. Alors je sais que Marie m'a déjà dit qu'elle n'était pas d'accord avec moi. 16 millions d'habitants au Caire. En réalité, vous voyez que c'est une option ouverte, parce que c'est le chiffre officiel qui est invoqué par les statistiques des organisations internationales officielles. Mais bien évidemment, il faut le plus, c'est très important, parce que on est probablement plutôt, le Caire étant d'ailleurs à 90% constitué par des quartiers informels, on est plutôt à 20 millions, peut-être même plus de 20 millions. C'est la 10e agglomération, dans le top 10 des agglomérations mondiales, désormais 2e agglomération d'Afrique, après Lagos au Nigeria. Et surtout, ce qui caractérise aussi cette ville, c'est la densité de la population. Et là, regardez, il y a une très forte différence de densité de population entre le Caire et Istanbul, mais qui tient
essentiellement à l'étendue d'Istanbul. Istanbul est une ville très étendue et probablement Jean-François va évoquer cet aspect-là parce que bien sûr en termes de gestion c'est quelque chose de très problématique. C'est effectivement, vous voyez la croissance aussi du Caire très rapide depuis les années 60 et c'est la capitale actuelle de l'Égypte. Le paradoxe étant à l'heure actuelle, c'est qu'on parle d'une autre capitale, puisque depuis 2013 et depuis la mise en place du régime d'Abdel Fattah al-Sisi, on parle d'une nouvelle capitale qui se situerait bien sûr en dehors du Caire, et donc on a l'impression quand même que finalement c'est plutôt une capitale qui est en perte de vitesse, alors même que Istanbul, qui n'est plus la capitale, et donc vous voyez là aussi des chiffres, je pense que Jean-François ne sera pas d'accord avec le 14 millions, mais là aussi j'ai mis plus, et c'est le 14 millions qui est invoqué comme chiffre officiel. Vous voyez la croissance également de cette ville. Et effectivement, si c'est une ancienne capitale ottomane, ancienne capitale également de l'Empire romain d'Orient, ce n'est pas la capitale depuis la fondation de la République de Turquie en 1923, mais c'est la plus grande ville de Turquie, et c'est important de le dire parce que la Turquie à l'heure actuelle est un pays de métropole, un pays de grandes villes. Il y a près d'une trentaine de grandes agglomérations, de très grandes agglomérations, de 750 000 habitants, et donc c'est de loin la plus grande ville de Turquie et l'une des plus grandes villes du monde, ainsi que, même si elle n'est pas la capitale, la vitrine économique, culturelle du pays, peut-être même d'une certaine manière une sorte de capitale officieuse, parce que tout ce qui est important à l'heure actuelle se déroule à Istanbul et qu'on a une tendance à une réhabilitation à l'heure actuelle d'Istanbul qui effectivement avait été marginalisée depuis la fin de l'Empire ottoman. Voilà une vue assez évocatrice aussi de villes. La ville, effectivement, une ville sur l'eau qui est Istanbul, et puis de l'autre côté, en tout cas le cœur d'Istanbul, et puis de l'autre côté, une ville qui est effectivement au cœur du désert et structurée par un fleuve, on va le voir, qui est le Nil. Ce sont deux villes anciennes, mais bon, on ne peut pas bien sûr entrer dans les détails, qui n'ont pas la même histoire urbaine. Bien sûr, l'urbanisation au Caire, dans le secteur du Caire, est très ancien. On pense à Memphis, aux pyramides, à l'ancienne capitale, à la capitale de l'ancien empire. Mais ce qui va être véritablement la ville du Caire contemporaine n'apparaît qu'au Moyen Âge approximativement, à partir du Xe siècle. Et en revanche, la configuration urbaine d'Istanbul, c'est-à-dire sur la Corne d'Or, le Bosphore, remonte à Byzance, c'est-à-dire à plusieurs siècles, et est héritière bien sûr de Constantinople, qui est devenue ottomane en 1453, lors de la prise de Constantinople par Mehmed Fatih. Donc l'histoire des deux villes s'est aussi croisée, il faut le savoir, notamment pendant l'Empire ottoman, lorsque les Ottomans sont arrivés au Caire en 1517, et elle s'est terminée, 1914, là aussi tu pourras me contester, puisque la présence britannique, en 14, l'Égypte devient un protectorat, et en 14 déjà, depuis plusieurs années, il y avait une domination, même plusieurs décennies, une domination britannique sur la région. Ces villes, c'est des villes où il y a un patrimoine très important, notamment patrimoine classé à l'UNESCO, les pyramides, le Caire islamique au Caire, toute la zone historique d'Istanbul est aussi classée patrimoine de l'UNESCO, donc il y a un potentiel touristique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce potentiel touristique, à l'heure actuelle, des deux côtés, il est un petit peu gelé, il n'est plus ce qu'il a été. Bien sûr, le Caire a été un élément central du succès touristique de l'Égypte avant 2011. Istanbul a accueilli plus de 10 millions de tourisme jusqu'à 2015. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais d'une certaine manière, il faut voir, et c'est encore plus vrai pour Istanbul, que ce patrimoine est noyé dans un développement urbain galopant qui le relativise. Et la richesse d'Istanbul dépasse largement le tourisme.
C'est le quart des emplois industriels de Turquie, c'est une place commerciale qui est en train de monter, c'est une concentration de millionnaires, pour ne citer que quelques éléments clés, et puis une attraction des migrations à la fois domestiques en Turquie et internationales. Et le poids économique et politique religieux du Caire dépasse largement le tourisme, qui en plus est marginalisé depuis 5 ans. Historiquement, je le disais, vous voyez, Istanbul-Constantinople était au cœur des empires dont elle a été la capitale, mais pas de l'État-nation créé en 1923. Mais voilà, il y a effectivement une importance stratégique considérable d'Istanbul, qui tient effectivement à son positionnement sur le Bosphore, qui a été très important, notamment pendant la guerre froide, mais qui même, on l'a revu à l'occasion des crises géorgiennes en 2008 ou d'autres crises, ce positionnement est très important, ne serait-ce que pour des raisons économiques, pour des raisons commerciales, et aussi, à l'heure actuelle, le régime annonce d'ailleurs un doublement du Bosphore par un canal, un projet fou de canal Istanbul. Et c'est vrai que le Caire n'a pas une position aussi stratégique. Vous voyez une vue du Caire ici et vue satellite du Caire. Donc loin de la mer, effectivement, loin du canal de Suez, cerné par le désert, même si elle donne effectivement sur le Nil et au nord sur le delta du Nil, qui est une des zones les plus peuplées, bien sûr, d'Égypte. Les deux villes ont des problèmes d'engorgement similaires, mais n'ont pas eu les mêmes solutions. Ils n'ont pas, ces deux villes qui dépendent d'États aussi qui n'ont pas les mêmes moyens. L'économie turque est à l'heure actuelle la 16e, 17e du monde, alors que l'Égypte pointe à plus de 40. Et encore, les statistiques, à mon avis, les dernières statistiques sur le PIB égyptien prêtent probablement à discussion. Je ne suis pas très convaincu par ces statistiques. En tout cas, il y a un engorgement des deux villes, embouteillage, difficulté de déplacement quotidien. Au Caire, le problème principal est le franchissement du Nil et la solution qui a été couramment utilisée, le franchissement de grandes artères, c'est les autoponts vous voyez ici des autoponts qui ont défiguré un peu de nombreux quartiers de la ville. À Istanbul, le principal problème reste malgré tout le franchissement du Bosphore. Et il est abordé finalement, il a été abordé par les ponts, mais aussi de plus en plus désormais par les tunnels, et par des tunnels qui sont construits à l'intérieur même de la ville aussi. Transport en commun, bien sûr, c'est une des grandes affaires. Il y a une croissance forte, malgré tout. Il y a eu une croissance assez forte au cours des dernières années avec un métro, développement d'un métro, d'un système de métrobus, de ce qu'on appelle le Marmaray, c'est-à-dire un métro qui passe sous le Bosphore. Le développement de transport en commun est plus en veille à l'heure actuelle en Égypte. Il y a aussi un métro qui est aussi étendu d'ailleurs à l'heure actuelle que celui du Caire, qui a été construit plus tôt d'ailleurs, mais qui stagne un petit peu, puis des autobus traditionnels, des minibus, des toc-toc, alors même que ce mode de transport en Turquie a eu tendance à se réduire, même si tout dépend des quartiers, bien évidemment, qu'on observe. C'est des villes dangereuses également, où il y a des problèmes de sécurité, avec des risques sismiques importants. Il y a eu un tremblement de terre au Caire en 1992 et un tremblement de terre et un séisme dont vous voyez ici l'image en 1999 à Izmit, c'est-à-dire dans un rayon de 100 km autour d'Istanbul. Il y a des risques d'inondation dus au développement de constructions incontrôlées à Istanbul, avec des cas d'inondation assez importants qui se sont manifestés au cours des dernières années. Un fort problème de pollution, en particulier au Caire. Et bien évidemment, c'est aussi, à l'heure actuelle, la fréquence des attentats qui frappent. Enfin, disons à l'heure actuelle, depuis une quarantaine d'années, ce sont des villes où se sont déroulés régulièrement des attentats spectaculaires, mais il faut bien observer que depuis 2016,
Istanbul est très durement frappé. Donc la prévention contre les risques, les nuisances, sont un pan important des politiques publiques urbaines. Alors, j'en viens, et pour lancer le sujet, c'est un peu ma conclusion, à deux gestions métropolitaines différentes. Bon, vous voyez ici Kadir Topbaş, qui est le maire AKP étant le parti de Recep Tayyip Erdogan, le maire AKP d'Istanbul, je crois depuis 2004, me semble-t-il, et Recep Tayyip Erdogan en train de faire ce qu'il adore, c'est inaugurer des ponts, là je crois en l'occurrence c'est un tunnel, des rames de métro, des stades à Istanbul. Recep Tayyip Erdogan, justement, a commencé sa carrière politique à Istanbul, enfin, a commencé à prendre, sa carrière politique a commencé à prendre de l'ampleur à Istanbul, puisqu'il a été élu maire en 1994 et qu'il a été jusqu'à 1999, mais que presque on a l'impression qu'il n'a jamais cessé de l'être depuis que l'AKP est au pouvoir. Parce que véritablement Istanbul est une vitrine. Alors vous me direz, dans cette image, il n'y a pas d'Égyptiens, et c'est peut-être significatif parce que justement, on en reparlait avec Marie, mais on a beaucoup de mal à savoir qui est le gouverneur du Caire, parce qu'il change régulièrement, et l'équivalent du maire en réalité est un administratif, c'est-à-dire il n'y a pas... Alors la grande différence des deux villes en termes de gestion, c'est ça, c'est que Istanbul s'inscrit dans une tradition de plus d'un siècle qui a vu la Turquie développer effectivement à la fois des collectivités territoriales un peu sur le modèle français, que ce soit ça a commencé sous l'Empire ottoman et ça s'est continué pendant la République. Il y a des élections donc municipales et départementales en Turquie, et ces élections sont démocratisées dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et désormais, il y a eu effectivement une loi spéciale des grandes villes, des villes métropolitaines en 84, et désormais, je disais, il y a près d'une trentaine de villes de plus de 700 000 habitants qui sont soumises à ce type de gestion. Donc à Istanbul, il y a un maire, il y a un conseil métropolitain, il y a des maires d'arrondissement, il y a des conseils d'arrondissement, et on élit aussi l'équivalent du conseil départemental d'Istanbul, et les maires sont élus au suffrage universel. Et c'est vrai que depuis une trentaine d'années, les élections municipales en Turquie, particulièrement dans les grandes villes, sont devenues vraiment des événements politiques. Alors je dirais que, si vous voulez, la gestion d'Istanbul, elle reflète un peu le régime politique turc, avec d'ailleurs toutes ses limites, c'est-à-dire que pendant un certain temps en tout cas, il y avait l'espoir justement d'un approfondissement de cette démocratie. C'est vrai qu'au cours des dernières années, on a plutôt l'impression d'une attrition, et au contraire que la gestion finalement des grandes villes, dans la mesure où elle est un enjeu politique, elle ne peut que suivre d'une certaine manière cette espèce, ce qui était d'un pluralisme contrôlé et qui est en train de devenir une rigidification et une centralisation du pouvoir. En outre, la ville d'Istanbul, comme je vous le disais, est très instrumentalisée politiquement. C'est vraiment la vitrine de l'AKP au pouvoir. En Égypte, on est dans un cas où il n'y a pas vraiment de décentralisation, ni même de déconcentration. On a une centralisation qui est très forte, et le Caire n'est pas véritablement une agglomération, une municipalité, mais c'est avant tout un gouvernorat, qui a été d'ailleurs réagencé de manière très administrative au cours des dernières années. Et je dirais que cette gestion du Caire, il est aussi le reflet du système politique égyptien, et donc aussi d'une certaine stagnation. Et preuve en est d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, je dirais, c'est pas le Caire qu'on instrumentalise, mais c'est le rêve d'une future métropole. Et on peut d'ailleurs se discuter sur ce rêve, se demander s'il s'agit véritablement de quelque chose qui va se réaliser, ou s'il s'agit d'un effet d'annonce du régime. Voilà, donc j'en ai terminé avec ma présentation, et bien évidemment, je suis heureux de laisser la parole à Marie Piessa, qui va nous parler du gouvernement du Caire, et à Jean-François Pérouse, qui va nous parler
d'Istanbul, du gouvernement d'Istanbul. Merci pour votre attention. Bonjour à tous et merci pour votre présence. J'aimerais commencer par remercier chaleureusement Jean Marcoux et Karine Benafla, directrice du CEDEJ au Caire, qui ont tous les deux pensé à moi pour venir présenter aujourd'hui la gouvernance métropolitaine donc, au Caire. Initialement, c'était Karine Benafla qui était invitée, mais malheureusement, elle a un emploi du temps un petit peu chargé et donc n'a pas pu faire le déplacement. Je vais revenir dans un premier temps... Je vais d'abord vous donner dans un premier temps quelques chiffres, bien que Jean Marcoux nous en ait donné déjà quelques-uns. Le Caire, c'est la plus grosse métropole d'Afrique. Alors, pour les chiffres que j'ai, c'est environ 20 millions d'habitants. C'est des chiffres qui datent de 2012. Et les prévisions tablent sur 30 millions d'habitants d'ici 2050. C'est une ville qui a connu un développement frénétique assez typique des villes du Sud, puisque la superficie de la ville a triplé et sa population doublé en 25 ans, et que 60 à 70%, là encore les chiffres sont à prendre avec des pincettes, puisqu'ils sont difficiles à trouver, 60 à 70% de la population cairote habite dans des quartiers informels. Donc, toute cette, la métropole du Caire fait face à un certain nombre de problèmes donc, liés à ce développement frénétique, donc notamment un engorgement de la ville, comme l'a rappelé Jean Marcoux, un problème d'accès au logement, des transports assez inefficaces, un manque d'investissement impressionnant dans l'espace public et également une montée de l'informel qui a explosé notamment à partir de la Révolution en 2011. Donc, je vais essayer, à travers ma présentation, d'interroger un petit peu la notion de gouvernance dans le cas du Caire, en revenant dans un premier temps sur les découpages administratifs de la ville, puis sur les acteurs et les pouvoirs qui agissent au niveau du Caire, à l'échelle du Caire. Et enfin, je vais vous donner deux exemples de gouvernance donc au Caire pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Caire n'a pas de maire. Il n'y a pas de municipalité à l'échelle du Caire. C'est une ville qui s'est étendue au point d'être aujourd'hui à cheval sur 3 gouvernorats différents. Donc, les gouvernorats, c'est l'équivalent des régions ici. Donc, il y a, comme vous pouvez le voir, donc à l'est, vous avez le gouvernorat du Caire, qui est le gouvernorat sur lequel la ville est née initialement, qui s'est étendu ensuite à l'ouest sur le gouvernorat de Gizeh et au nord sur le gouvernorat de Kaloubeya. Il y avait également un 4e gouvernorat avant 2011 qui était au sud, qui était le gouvernement d'Elwan, mais qui a été supprimé. Je crois qu'il a été actif seulement 3 ans. Donc en 2008, le GOP, donc le General Organization for Physical Planning, qui est la planification, l'agence gouvernementale qui s'occupe de la planification à l'échelle de l'Égypte, a désigné ce qu'on appelle le Grand Caire comme l'échelle pertinente pour l'action de planification et l'action d'organisation pour le Caire. Donc ce que vous voyez sur la carte qui est cerclée de rouge. Alors malheureusement, les définitions de cette région sont assez variables. J'utilise une définition qui nous vient de David Sims, mais il y en a d'autres. Ça vous donne juste une idée comme ça. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que cette échelle n'a pas de réalité concrète puisque aucune institution n'existe. Il n'y a pas d'institution qui s'appelle le Grand Caire et qui gère le Grand Caire. Il y a seulement quelques services qui ont été uniformisés à cette échelle-là, qui sont les services d'eau usagée et les transports en commun.
Pour ce qui est du reste, c'est uniquement les gouvernorats qui gèrent. Donc chaque gouvernorat a préservé ses compétences et donc il n'y a pas d'uniformisation à l'échelle de la ville. Chaque gouvernorat décide un peu comme il le souhaite de gérer son territoire. Et enfin, il n'y a pas d'échelle en dessous du gouvernorat. Il y avait initialement, avant 2011, des conseils locaux qui étaient élus, qui étaient chargés notamment d'approuver le budget et les plans de développement, mais ces conseils ont été dissous en 2011 et ils n'ont pas été recréés. En revanche, la révolution a permis, a vu l'émergence de réseaux de sociabilité à l'échelle du quartier qui étaient initialement prévus, qui ont initialement été créés pour des questions de sécurité à une époque où l'État était totalement en retrait. Et en dépit du retour de l'État, ces réseaux se sont maintenus et restent l'interlocuteur privilégié du gouvernorat lorsqu'il s'agit de mener une action à une échelle locale. Alors ensuite, pour ce qui est des acteurs et des pouvoirs, donc il y a évidemment les gouverneurs qui sont généralement issus du corps de l'institution militaire ou de la police. Ils sont nommés par décret présidentiel. Ils sont officiellement chargés de l'exécution de la politique générale de l'État et donc ont autorité sur tous les services publics à l'échelle du gouvernorat. En réalité, leur pouvoir est largement contrebalancé par un certain nombre de facteurs. En premier lieu, le fait que les ministères conservent des prérogatives à l'échelle du gouvernorat. Il y a également la question financière, puisque les gouvernorats ont relativement peu de moyens de faire rentrer des fonds. Par conséquent, ils dépendent largement du budget alloué par l'État. Donc, si l'État décide de ne pas donner d'argent, c'est un petit peu difficile de mettre en place des politiques publiques. Et enfin, dernier facteur, c'est une agence du gouvernement qui s'appelle la NUCA, New Urban Communities Authority, qui est en charge des villes nouvelles, que vous pouvez également distinguer les villes nouvelles sur la carte, donc qui sont à l'extérieur du Caire, au milieu du désert. Et je vais revenir un peu plus tard sur cette organisation et sur la question des villes nouvelles. Enfin, le gouvernorat est une institution qui souffre d'une très mauvaise image, qui est vue comme une institution extrêmement lourde, une bureaucratie peu claire, où la hiérarchie est très difficile à distinguer. Voilà, c'est une sorte de gros monstre et malgré les recherches, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe exactement à l'intérieur. Donc on a ensuite le GOPP, donc la General Organization for Physical Planning, dont je vous ai déjà parlé. Donc ça, c'est un organisme de planification qui est né en 2008, qui est uniquement sous la tutelle du ministère du Logement. Donc il y a il réunit les gouverneurs, un certain nombre de ministres, etc. Mais le dernier mot revient au ministre du Logement. C'est une agence qui a cessé ses activités en 2011, donc après 3 ans au moment de la Révolution, et qui ne les a repris qu'en 2014. Malheureusement, la Révolution n'a eu absolument aucun effet sur cette institution, puisque la structure n'a pas changé. Ce sont même les mêmes personnes qui travaillent au sein de cette organisation. Donc les planifications, les plans de planification qui avaient été créés avant la Révolution sont exactement les mêmes aujourd'hui. Il y a uniquement les noms qui changent, mais grosso modo, les objectifs sont les mêmes. Et enfin, comment parler de pouvoir dans une ville sans parler de budget ? Le collectif de chercheurs et de professionnels de la ville qui s'appelle Ten Touba a fait une étude l'an dernier et a épluché le budget national du ministère du Logement. Et il s'est révélé que le budget de 2015-2016, 30% de ce budget était alloué à la NUCA, qui gère les villes nouvelles. Ça représente 2% de la population en Égypte. 30% du budget était alloué aux villes et villages déjà existants, donc 98% de la population. Et les 40 derniers pourcents du budget sont alloués à des infrastructures, principalement les routes, les trains, etc. Donc on voit bien ici que gérer le Caire sans argent, c'est difficile également, puisque clairement le gouvernement a fait le choix d'investir
pour une part minime de la population dans les villes nouvelles. Alors les villes nouvelles, c'est quoi exactement ? C'est une politique qui a été amorcée dans les années 60, qui part du constat que les problèmes du Caire sont trop compliqués à gérer, grosso modo. Et donc, ça part de l'idée qu'il faut désengorger le Caire et donc aller créer des centres urbains attractifs à l'extérieur de la ville pour espérer résoudre les problèmes du Caire. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement de population qui a entraîné les classes aisées du Caire à l'extérieur de la ville dans donc ces villes nouvelles, et que la croissance démographique a continué d'être importante au Caire, et l'exode rural s'est poursuivi également, et donc aucun problème du Caire en question, en ce qui concerne le désengorgement de la ville, n'a été réglé. Cependant, c'est bien que ce soit une politique qui soit particulièrement critiquée du fait de son inefficacité, elle est poursuivie, et le cas de l'annonce de la construction d'une nouvelle capitale en témoigne. Ces villes nouvelles sont donc gérées par la NUMCA, donc la New Urban Communities Authority, qui est en charge de planifier ces villes, mais également de les gérer. Ce qui signifie que les gouverneurs n'ont absolument aucune emprise sur ce qui se passe dans ces centres urbains, en dépit du fait que ça soit sur leur territoire. Et qu'il n'y a aucun organe de contrôle sur ce que fait la NUMCA dans ces villes. Alors, maintenant que je vous ai présenté les acteurs, je vais revenir sur deux exemples. Tout d'abord, la question foncière, qui paraît primordiale pour gérer une ville, surtout de cette échelle-là. Depuis le départ des Anglais et depuis 1940, date du dernier cadastre réalisé par les Anglais, il n'y a aucune étude cadastrale qui a été faite. Donc il n'y a pas de cadastre au Caire. Et donc, par conséquent, quand on sait qu'environ 70% de la population habite dans des quartiers informels, comment faire quand on habite dans un quartier informel pour avoir un titre de propriété et pour pouvoir revendiquer son appartement ou sa maison ou quoi que ce soit ? Alors, il existe bien un système officiel pour faire valoir son titre de propriété, mais une fois de plus, on est face à une organisation... une administration qui est extrêmement lourde, extrêmement compliquée, qui fait qu'entre 5 et 10% seulement des propriétés en Égypte sont répertoriées, référencées à travers cette administration. Pour le reste, c'est mis en place une institution informelle qui est beaucoup plus simple et qui donc permet à tous les habitants des quartiers informels de pouvoir faire valoir leur titre de propriété. Alors, ce n'est pas uniquement aujourd'hui les habitants des quartiers informels qui utilisent ce système, puisque, étant donné que c'est le seul à être effectif et efficace, aujourd'hui aussi, les agences immobilières et les agences du gouvernement utilisent ce système, donc ont recours à ce système, donc qui amplifie l'inefficacité du gouvernement à gérer la question foncière. La question des transports est également intéressante, puisque il y a un métro au Caire, 3 lignes, qui sont en train d'être étendues difficilement, qui est géré une fois de plus par une organisation du gouvernement. Pour le reste, il existe des bus. C'est un système qui est assez particulier, puisqu'il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de carte, et il est parfois difficile de savoir s'il y a des arrêts de bus. C'est un système qui est quand même mis en place... on imagine le ministère des Transports, mais une fois de plus, qui est derrière l'achat des bus et l'organisation, et qui paye les chauffeurs, c'est un grand mystère. C'est un fonctionnement, c'est un système qui malgré tout fonctionne, puisque ça reste un moyen de transport pour de nombreuses kérotes. Cependant, on se rend compte qu'il est relativement inefficace pour qui ne connaît pas parfaitement la ville, et qui ne connaît pas parfaitement sa ligne de bus et son bus. Et on voit que, comme dans le cas du système foncier, où finalement les habitants ont pris les choses en main et ont créé un système, là aussi on a ce genre de choses qui arrivent, puisqu'il y a un collectif, par exemple, qui a décidé de créer des cartes des lignes de bus, et qui donc se sont réunis et ont pris le bus pendant de longues heures, partant d'un point A à un point B, en essayant de déterminer quel était le point de départ et le terminus des bus, par où ils passaient, où est-ce qu'ils s'arrêtaient, pour créer une carte, pour pouvoir rendre accessible ce moyen de transport.
Pour ce qui est des autres moyens de transport, ils relèvent de la débrouille principalement, puisqu'il y a des microbus qui sont des entreprises privées. Vous avez un peu d'argent, vous achetez un microbus, vous décidez de faire X ou Y trajet d'un point A à un point B, vous récoltez de l'argent comme ça, et l'État n'a rien à voir là-dedans, c'est absolument pas géré à l'échelle de la ville, c'est quelque chose qui est parfaitement informel également, mais qui malgré tout répond aux besoins de la population. On voit ici à travers ces deux exemples que malgré une gestion ou une non-gestion des autorités à l'échelle de la ville, et bien, malgré tout, les habitants arrivent à se débrouiller pour mettre en place des solutions. Des initiatives citoyennes se mettent en place également. Il y en a eu énormément au moment de la Révolution. Le cas des déchets a été extrêmement médiatisé puisque de nombreuses initiatives ont été créées et des groupes de personnes se sont mobilisés pour ramasser les déchets et nettoyer les rues à une époque où plus personne ne s'en occupait. Malheureusement, le retour de l'État et d'un régime autoritaire a un petit peu étouffé ces initiatives puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui ont reçu des pressions assez fortes du gouvernement, ce qui fait qu'ils ont mis entre parenthèses leurs activités ou au moins atténué largement ces activités. Enfin, pour conclure, on voit ici, à travers ce que je viens de vous dire, qu'on a une gestion urbaine qui est défaillante et qui reste cependant largement centralisée, avec une approche purement top-down, puisque avec la dissolution des conseils locaux élus, il n'y a plus aucun moyen pour les citoyens de faire remonter leurs revendications au gouvernorat et à l'État. Donc il n'y a pas d'organe représentatif des citoyens, il y a un court-circuitage régulier des gouvernorats par l'État, du fait que certains ministères préservent leurs prérogatives. Et enfin, il y a une forte présence de l'informel pour remédier donc à ces lacunes. On peut s'interroger à partir de là sur plusieurs points. Le premier point, c'est la question du flou qui entoure cette gouvernance au Caire. Il paraît en grande partie volontaire. Et on peut se demander si la gestion du Caire ne répondrait pas d'abord à des impératifs sécuritaires. Le fait que les gouverneurs soient principalement issus du corps militaire accentue la question. Et enfin, si on prend la définition de la gouvernance que donne Patrick Le Gallès, et que je vais vous donner à présent, donc la gouvernance urbaine en tant que processus de coordination d'acteurs, de groupes sociaux et d'institutions dans le but d'atteindre des objectifs propres, discutés et définis collectivement. Si on se base sur cette définition et si on regarde comment fonctionne le Caire, on peut s'interroger sur la question de la gouvernance à l'échelle du Caire. Est-ce qu'il existe réellement une gouvernance? Et plus largement, est-ce qu'on peut parler de gouvernance dans un régime autoritaire? Je vais à présent laisser la parole à Jean-François Pérouse. Et je vous remercie pour votre attention. Très bien. Donc, on a vu qu'il y avait des points communs et des différences entre le Caire et Istanbul, des différences donc, qui tiennent aux moyens, au niveau de développement, Jean-Marc Roux l'a dit, et sans doute à la professionnalisation du système de la gouvernance à Istanbul, qui est liée aussi au fait que la Turquie est membre de l'OCDE, membre et candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Elle a donc un peu plus de comptes à rendre et un devoir de transparence relatif. Je vous renvoie à cet égard
un rapport qui avait été fait pour l'OCDE, un Territorial Review, à la fin des années 2000 sur Istanbul, qui est tout à fait révélateur de cet effort d'affichage d'une gouvernance urbaine aux normes de la gouvernance internationale. Alors, cette photo n'est pas un trucage, mais bon, ce n'est pas mon sujet tout à fait, mais je partirai de la crise, et Marie a évoqué la crise autoritaire, on pourrait aussi l'évoquer pour la Turquie, qui met en suspens en quelque sorte la gouvernance urbaine, en tout cas qui lui fait traverser une véritable crise aussi. Le maire d'Istanbul est actuellement mis en cause par la presse pro-gouvernementale d'une manière inouïe. Son gendre est arrêté, et maintenant c'est lui qui est dans le collimateur de cette presse, accusé donc d'avoir fait des transactions juste avant le coup d'État de juillet 2016, des transactions au bénéfice de la Jemaat de Fethullah Gülen. Il faut dire qu'il était très effacé de la scène de la gestion d'Istanbul depuis déjà les événements de Gezi en mai-juin 2013. Il ne s'est quasiment pas prononcé pendant ces événements. Il a laissé la parole à son maître, donc Recep Tayyip Erdogan. Alors, il faudrait, disons, quand on parle d'Istanbul, bien distinguer l'Istanbul que l'on connaît, mais qui est l'hypercentre et qui ne correspond plus qu'à 1 ou 2% de la superficie de l'aire urbaine actuelle, l'Istanbul de la mairie métropolitaine d'Istanbul, IBB, donc avec ses 39 arrondissements désormais, et enfin la troisième dimension, l'Istanbul de l'aire urbaine, beaucoup plus importante ici, cette tache urbaine qui court de 180 km d'est en ouest et de 40-50 km du nord au sud, et qui dépasse les limites du département d'Istanbul, dont les frontières sont communes avec celles de la municipalité métropolitaine d'Istanbul depuis 2004. Donc tous les chiffres qu'on vous donne sont des chiffres qui se rapportent seulement à la deuxième dimension, c'est-à-dire aux limites de la mairie métropolitaine d'Istanbul. Donc le plus de Jean Marcoux est justifié, puisqu'il faudrait ajouter toute population qui fait partie de l'aire urbaine fonctionnellement et qui est située hors du département d'Istanbul, qui est la référence de la statistique. Alors, un mot, pardon, il faut que je retrouve ma diapo est disparue. Je vais procéder en 3 temps. Je vais voir d'abord les manifestations et instruments de l'emprise du centre, pour justifier ce titre, la métropole téléguidée. Ensuite, nous verrons les acteurs locaux marginalisés ou court-circuités, pour enfin essayer de qualifier le mode de gouvernement, le gouvernement du court terme, du ponctuel et du sectoriel. Donc très rapidement, l'exercice de la gestion urbaine à Istanbul est totalement faussé par le poids de l'ambition du pouvoir central qui détermine en définitive la politique conduite à Istanbul. Il y a une ambition pour Istanbul qui est forgée par le centre et pour le centre, faire d'Istanbul une métropole internationale, etc., post-industrielle, événementielle, etc. Ceci se traduit donc par des interventions extrêmement autoritaires à travers 2 types de politiques, si l'on peut dire. La politique des méga-projets, projets urbains et monumentaux d'une part, projets d'infrastructures de transport d'autre part. L'autre politique, c'est celle de la transformation urbaine, qui est à l'agenda des politiques urbaines à Istanbul depuis le milieu des années 2000, et qui vise à régénérer le tissu urbain d'Istanbul. L'objectif, c'est d'ici les 25 ans de régénérer la moitié du stock
de bâtiments à Istanbul. Donc vous imaginez l'ampleur de cette politique. Cette transformation urbaine a plusieurs facettes, puisqu'elle est conduite au centre, où là il s'agit de réhabilitation, mais surtout de rénovation. Elle est conduite dans les territoires qui sont les plus exposés au risque sismique. Elle est conduite en périphérie informelle, où l'objectif est de sécuriser le bâti. On a des arrondissements où 90% du bâti a été autoconstruit, et donc n'est pas aux normes antisismiques. Et enfin, elle est conduite dans les anciens districts industriels, et elle correspond donc là à la politique de désindustrialisation et à la fabrique de cette super métropole internationale propre, intelligente, et qui n'a pas les mains sales. Depuis 2004, ces politiques de transformation urbaine ont connu des modifications. Je n'entrerai pas dans le détail. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que depuis 2012, cette politique est placée, donc ça retient une des 4 dimensions que j'ai évoquées, sous le signe de la lutte contre le risque sismique. Et à partir du moment où un territoire a été désigné comme exposé au risque sismique, et c'est une décision du Conseil des ministres, eh bien, il n'y a aucun recours des habitants, et le centre, à travers le nouveau ministère du Développement et l'agence du logement collectif, TOKI, réalise ces opérations. Donc, quelques images qui renvoient à mon propos de ce premier point. Donc, le rêve international, le rêve financier, les méga-projets. Jean Marcoux a évoqué Canal Istanbul, donc voilà le tracé, un peu tout ce qui a été imaginé autour de Canal Istanbul. Pour l'instant, ça reste assez flou, mais une zone autour de ce canal de 45 000 hectares a été définie, et là encore, est totalement soustraite à tout le dispositif législatif, local, à tous les plans d'urbanisme possibles et imaginables. Encore Canal Istanbul. La comparaison donc entre, il y a un arrière-plan idéologique sur lequel je ne vais pas revenir, mais entre Fatih et Recep Tayyip Erdogan. Ici, la transformation urbaine, donc ces images très futuristes, ce rêve d'un Istanbul futuriste et des grands projets. La transformation urbaine pour lutter contre les séismes et pour limiter le risque sismique. Ici, la transformation urbaine dans des quartiers périphériques autoconstruits, comme Esenler. Donc, je passe juste un mot sur puisque dans l'intitulé de la conférence, l'étalement urbain était évoqué. Ce qu'on peut dire, c'est que, en définitive, l'étalement urbain est plus, à mon sens, un effet du mode de gestion actuel à Istanbul qu'une cause. Je m'explique en 2 mots. Il est le produit d'un nouveau mode de fabrique des périphéries qui est qui a été conçu par le pouvoir central, qui passe par l'accaparement des terrains publics qui sont très nombreux, on parlait du foncier tout à l'heure, en Turquie, et par des partenariats privés-publics. Et c'est ainsi que, comme au Caire, mais de manière encore plus prononcée, actuellement, l'étalement urbain à Istanbul est beaucoup plus, en termes de rythme, est beaucoup plus important que la croissance démographique. Voilà, une cause ou un effet de dysfonctionnement. Alors, cet étalement, quand même, quelques images. Ici, vous en avez une idée sur une échelle temporelle très large. Ici aussi, autre mode de représentation. Ici, par les images satellitales. Ici, ce que signifie concrètement sur le terrain cet étalement urbain où se mêlent des tissus très variables. Et ici, cette production périphérique du logement collectif sur de grands terrains publics. Très bien, il reste 5 minutes, merci. Et ce qui aboutit à cette formation d'une aire urbaine comme nous le voyons. Donc, les acteurs locaux marginalisés, alors je vais aller très vite. La municipalité métropolitaine d'Istanbul
dont les pouvoirs ont été renforcés en 1984, est maintenant prise dans un paradoxe, puisqu'elle a un discours très UCGL, dont le maire d'Istanbul a été le président pendant 2 mandats, et la réalité des rapports de force avec le centre politique. C'est un colosse, par son budget. Le budget de la mairie métropolitaine d'Istanbul est supérieur au budget de 123 pays dans le monde. Donc c'est assez phénoménal. Et bien malgré cela, on a véritablement un colosse aux pieds d'argile. Les municipalités d'arrondissement sont doublement minorisées par rapport à la municipalité métropolitaine, minorisées par rapport à l'État. Les mairies de quartier ne jouent pas vraiment leur rôle, et elles sont devenues même, dans le contexte autoritaire, des relais au service direct du centre pour l'encadrement de la population. Recep Tayyip Erdogan gère maintenant, à travers ce réseau-là, directement, à travers un système aussi de délation, ses citoyens. La société civile, quant à elle, est assez introuvable désormais, soit phagocytée ou manipulée, soit suspectée et tenue à l'écart pour les chambres professionnelles, notamment qui ont joué un rôle très important dans les années 80-90 comme contrepoids, et qui à présent sont reléguées. Je passe donc sur ces manifestations de la société civile au moment de Gezi. Ces manifestations de la société civile contre les grands projets, ici contre le 3e aéroport international d'Istanbul. Je passe sur ce point, la reproduction locale des rapports de domination, mais c'était intéressant. On a une petite hégémonie qui est créée par le centre de l'aire urbaine sur ses marges, sur les départements, dans un rapport très inégalitaire aux périphéries. Donc, j'en ferai une conclusion. Le gouvernement du court terme, de l'occasion, du ponctuel, et du sectoriel et de l'opacité. On a un gouvernement qui se caractérise par une absence de vision prospective et de souci de la durabilité, une absence de perspective territoriale et systémique, une crise de la définition du bien public et de l'action publique, pour la justice spatiale, sociale par la continuité et l'égalité du service public, et enfin le règne de l'opacité dans la conduite des affaires publiques, comme on le voit à travers les mécanismes d'attribution des marchés publics, comme quand on considère le triomphe de l'extra-budgétaire. L'accountability n'existe pas véritablement. Ici, un exemple de ce bradage des biens publics aux périphéries d'Istanbul dans des grands projets de partenariat privé-public. Et au total, un système qui se caractérise par un grand cloisonnement entre les institutions, ça rejoint le Caire, et une approche qui est beaucoup plus sectorielle que proprement territoriale. La planification des transports, par exemple, est totalement déconnectée de la planification urbaine, qui elle-même n'existe plus beaucoup. On lui préfère le design urbain pour vendre les apparences d'une ville moderne et contemporaine. Donc, il est difficile de prendre ses distances par rapport à une actualité délétère, ce renforcement de l'autoritarisme, mais on peut parler d'une défaite des pouvoirs locaux, très clairement, d'un règne de l'opacité, d'un cloisonnement du système de la gouvernance, et d'une situation assez paradoxale, puisqu'on a un potentiel citoyen qui est considérable en Turquie et à Istanbul en particulier, en termes de maturité, de compétences, mais qui ne trouve pas, pour l'instant, à s'exprimer dans l'espace politique tel qu'il est contraint et configuré. Voilà, donc un peu à toute vitesse, ce que j'aurais aimé vous dire de manière plus posée. Du coup, on va passer aux questions. Dans les 2 villes, la démocratie est-elle menacée? J'en profite pour reprendre la parole.
Oui, très clairement. Enfin, en tout cas, je peux répondre pour Istanbul. On le voit à de multiples indicateurs, notamment au fait que les médias ne peuvent pas jouer leur rôle, que l'accès à l'information pour les citoyens est extrêmement difficile, le partage de l'information avec les citoyens, de l'information produite par les autorités ne se fait pas, et surtout par le dévoiement du système des maires de quartier, des muhtarlık, vers un système donc de délation, de contrôle social dans le pire sens du terme. Et c'est, je le disais, c'est du gâchis, compte tenu justement du potentiel qui existe, compte tenu des expériences au moment de Gezi notamment, et même compte tenu du côté disons des populations plus modestes aussi, d'une maturation qui n'est pas non plus négligeable. Bon, c'est juste quelques petits éléments de réponse, mais pour le Caire, je laisse. Je dirais que je vais, pour le Caire, passer plus la parole aussi à Marie, mais l'observation que je voudrais faire, c'est qu'à Istanbul, il y a eu l'espérance aussi d'une démocratie locale ou d'un pouvoir local plus important il y a quelques années, et qu'effectivement, il y a une évolution qui va, je dirais, oui, vers beaucoup moins de démocratie que ce qui a pu exister. Il y a une certaine démocratie locale qui a pu exister il y a quelques années, puis l'espoir d'un développement. Aujourd'hui, comme le dit Jean-François, on est plutôt dans une vague de reflux, alors qu'au Caire, il n'y a jamais eu, comme je le disais en introduction, véritablement de système local avec voilà, une tentative de représentation locale, d'élection locale, ou des choses très informelles et très faibles et pas très institutionnalisées. Donc je dirais qu'au Caire, en fait, on reste dans un schéma classique d'autoritarisme et de centralisation. Oui, je voulais juste ajouter, je ne sais pas si on peut dire que la démocratie est en péril au Caire, puisque je ne la vois pas, en tout cas. Donc, elle n'est même pas en péril, elle est inexistante. Il y a effectivement pas de communication, pas de conseil, pas de représentation des citoyens à l'échelle locale, absolument rien. Et on est dans un système qui est sécuritaire. Il existe au Caire ce qu'on appelle des districts. J'en ai pas parlé particulièrement. Les districts, c'est quelque chose qui n'a absolument aucune existence aux yeux des habitants. C'est un système qui est uniquement mis en place à l'échelle du gouvernorat. Et c'est un maillage sécuritaire. C'est-à-dire que personne ne sait ce que c'est, personne ne sait dans quel district il habite. Mais si demain vous perdez votre carte d'identité et vous allez vous pointer au commissariat du coin pour refaire vos papiers d'identité, on peut vous dire « Ah bah si vous habitez telle rue, vous ne dépendez pas de notre district, vous dépendez du district d'à côté ». C'est le seul moyen que vous avez d'entendre parler de cette échelle-là. Sinon, c'est uniquement quelque chose qui est utilisé par la police pour mettre en place un maillage sécuritaire et surveiller la population. Donc dans ces conditions-là, moi je vois pas de démocratie au Caire, donc je ne peux pas dire qu'elle soit menacée particulièrement. Oui, merci pour votre exposé. Moi, j'avais une question pour Marie Piessa. Vous avez évoqué l'explosion de l'habitat informel au moment de la Révolution en 2011. Vous pouvez nous en expliquer les liens ? En quoi la Révolution a-t-elle accéléré le développement de l'habitat informel au Caire ? Ça a accéléré principalement parce qu'il y a eu un retrait de l'État, donc un retrait des quelques contrôles qui existent encore. Par conséquent, il y a eu une explosion de l'informel dans la construction de bâtiments, mais dans plein de choses. C'est juste le fait que l'État ne soit plus là et qu'il n'y ait plus de contrôle fait que les habitants avaient les mains libres de faire ce qu'ils souhaitaient. Et en l'occurrence, ils ont beaucoup construit. Il s'est passé plein de choses pendant la Révolution. Il y avait plus de sécurité, plus rien. Donc il y a des sites qui ont été pillés, des musées qui ont été dévalisés, des gens qui ont construit leur maison parce qu'il n'y avait plus personne pour surveiller ce qu'ils faisaient, donc ils ont pu construire leur maison tranquille. Enfin voilà, c'est juste le retrait de l'État qui a permis ça.
Oui, justement, je reste aussi sur le Caire. Quelle a été, enfin vous n'avez pas parlé, quelle a été la gestion du Caire sous les frères musulmans pendant un petit 2 ans? Est-ce que finalement là, la gestion n'a pas été peut-être paradoxalement plus démocratique? Je n'en sais rien. Enfin, j'aimerais savoir justement quelle a été la gestion de la ville pendant ces, on va dire, 2 ans, jusqu'à peu près milieu 2013. Ouais. Question difficile. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre très précisément à cette question, malheureusement. J'ai pas le sentiment de ce que je ressens, de ce que je lis, des personnes que je rencontre qui habitent au Caire depuis longtemps, qui quoi que ce soit de particulier. La plupart des... Il y a beaucoup de gens qui témoignent d'un soulagement du retour, de l'arrivée d'Abdel Fattah el-Sisi à la présidence, qu'ils ont vu comme un retour au calme et à la sécurité. La situation a été perçue comme particulièrement instable sous les frères musulmans d'un point de vue sécuritaire, ce qui fait qu'au-delà, je pense que les gens ne se projetaient pas au-delà de ça. S'ils ne se sentent pas en sécurité, ils ne peuvent pas sortir dans la rue, ils ne vont pas être très préoccupés par l'horaire de leur bus ou le ravalement de la façade de l'immeuble d'en face. Donc comment est-ce que ça a été géré précisément, je ne sais pas. En revanche, je pense que ce n'était pas présent dans les consciences des Carottes qui s'intéressaient plus, en tout cas dans ceux qui ont témoigné auprès à mes côtés, quoi, que c'était la question sécuritaire qui était principalement mise en avant. Ce problème-là était prégnant et prioritaire avant la question de la gestion urbaine. Peut-être ajouter quelque chose. Oui, juste une remarque, c'est que comme la période des frères musulmans était très courte et que dans ce qu'a montré Marie, on voit que essentiellement, l'administration du Caire relève de services segmentés de l'État. En réalité, ce qu'on sait par ailleurs, c'est quand même que beaucoup de ces services sont restés dans les mains de l'establishment intérieur. Donc, finalement, le poids des frères musulmans pour changer les choses a été relativement faible, malgré tout. Une petite question pour revenir sur Istanbul. Il me semble que vous avez dit qu'il reste malgré tout des élections, et municipales et peut-être au niveau des arrondissements. Justement, dans le cadre d'une dérive autoritaire du régime et de ces mégalomanes projets là, que nous connaissons, est-ce qu'il n'y a pas quand même une réaction de cette population qui, pour que je connaisse Istanbul un petit peu quand même, me paraît être relativement occidentalisée, dans une partie au moins de la ville. Et est-ce qu'on ne peut pas espérer un retour du bâton, c'est-à-dire que l'AKP finisse par perdre cette municipalité, cette gestion? Est-ce que c'est possible? Sauf catastrophe, dans l'immédiat, non, ça ne me semble pas du tout possible, puisque l'AKP contrôle tout le système de redistribution des ressources publiques. Il a mis en place, on dit, l'AKP entretient la pauvreté pour pouvoir assister les pauvres. Mais il y a effectivement quelque chose qui est assez juste dans cette façon de voir la situation. C'est-à-dire, on a une population qui est fortement endettée, on a une population qui s'endette pour la consommation, une population qui s'endette pour l'accès au logement, et tout ce système, eh bien, il est tenu par l'AKP, et donc la population ne veut pas le remettre en cause, puisqu'elle se mettrait en danger. Donc il y a une espèce de manière de tenir par la dépendance parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Istanbul, on a plus de 50% de la population qui vit avec des revenus qui ne sont pas des revenus réguliers, qui ne travaillent pas de manière déclarée. Donc c'est toute cette précarité, mais qu'a bien instrumentalisé l'AKP, et dont il se nourrit pour se construire une clientèle politique des plus dociles. Donc je ne vois pas des perspectives. Il y a une contestation dans des milieux même musulmans, ce qu'on appelle les musulmans anticapitalistes ou les musulmans révolutionnaires. Bon, c'est minoritaire, mais ce sont des groupes très intéressants qui critiquent la mégalomanie, l'hubris, qui développent une critique en termes religieux même de la politique conduite, mais ils sont ultra minoritaires. Et tant que, vous voyez, ces grands projets flattent l'orgueil national et vont dans le sens d'un désir de puissance,
qui est très clairement affirmé, eh bien, il suscite l'adhésion. Maintenant, en fait, le nerf de la guerre, il est économique, comme toujours. Hein. Si l'AKP ne parvient plus à financer ces grands projets, et cette perspective existe, malgré la mise en place d'un fonds extra-budgétaire, eh bien là, peut-être que la population se réveillera. Est-ce que vous avez bien montré en fait que aussi bien pour l'Égypte que pour la Turquie, pour Istanbul et pour le Caire, les gouvernements locaux ont peu d'autonomie en raison de la dérive autoritaire de ces deux régimes. Est-ce que c'est propre au fait que ce soit les grandes villes qui ont vraiment toute la lumière sur eux, et peut-être que les autres communes, les autres villes plus petites ont peut-être plus de marge d'autorité parce qu'on les regarde moins, ou est-ce que c'est vraiment généralisé cet autoritarisme qui limite le pouvoir local? Oui, dans le cas du Caire, c'est généralisé. Je n'ai jamais entendu parler d'une ville ou d'un village moins sous le feu des projecteurs qui bénéficie d'une marge de liberté plus grande. Donc c'est vraiment quelque chose parfaitement généralisé à l'échelle du pays. Dans le cas de la Turquie, j'aurais aimé vous citer le cas des municipalités contrôlées par le parti HDP. Donc il y en avait 106, hein, mais comme vous le savez, donc les équipes élues ont été destituées autoritairement. Hein. Donc, mais là, on avait quelque chose d'alternatif qui pouvait s'inventer. Mais quand même, dans des villes moyennes, je pense à une ville comme Bursa, des villes qui sont pourtant gérées par l'AKP, mais qui sont, comme vous l'avez dit, moins sous les projecteurs. Hein. On a quand même des expériences. Par exemple, l'agenda 21 a été approprié à Bursa d'une manière assez originale. Et il y a quelque chose quand même, disons, la société civile continue à pouvoir participer à travers les conseils de ville à la gestion, en tout cas de certains dossiers dans le domaine patrimonial ou environnemental. Donc vous avez raison, il y a des nuances. Il y a une espèce de crispation sur Istanbul dû à la fascination et à la focalisation de l'AKP sur cette grande métropole. Après, une précision que j'aimerais apporter tout de même, c'est que dans le cas du Caire, par exemple, certes, c'est gouverné par le haut sans instance citoyenne, mais il n'empêche que dans les quartiers informels, c'est la population qui crée sa ville également, et que finalement le gouvernement n'a pas la main mise sur la fabrication de la ville dans ces zones-là, et que par conséquent, c'est une façon aussi pour les citoyens de participer à la gestion urbaine. Même si une fois que c'est créé, l'État va étendre son emprise jusque-là, il n'empêche que sur le moment, les rues ne sont pas dessinées par l'État ni quoi que ce soit, et c'est les citoyens qui créent leur quartier. Voilà. Bonjour. Jean-François Perrault, vous disiez hier, lors de la présentation de votre dernier ouvrage, que contrairement aux idées reçues, Istanbul connaissait un ralentissement de son accroissement démographique ces dernières années. Je me posais la question si ce phénomène valait aussi pour le Caire, ou si au contraire ce développement frénétique que vous avez décrit et cet accroissement démographique qui semble important perdure aujourd'hui dans cette ville. Il perdure. Comme je vous l'ai dit en introduction, les prévisions imaginent qu'il y aura 30 millions d'habitants en 2050. Au premier semestre de 2016, le CAPMAS, qui est l'équivalent de l'INSEE égyptien, a publié une étude justement sur l'accroissement de la population en Égypte. Et en 6 mois, la population avait augmenté d'1 million d'habitants. Donc la croissance démographique est encore très forte en Égypte. On va procéder à la dernière question. Merci. Bonjour, ma question sera courte. Vous évoquiez tout à l'heure le projet de Grand Caire, de nouvelle capitale. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que c'est une chimère? Est-ce qu'il y a une chance que ce projet se réalise, une chance ou un risque? Je fais une petite note pour la nouvelle capitale.
Je vais présenter rapidement le projet pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Il a été annoncé en mars 2015 par Abdel Fattah el-Sisi lors d'un sommet économique à Sharm el-Sheikh. L'objectif, c'est de créer une nouvelle capitale sur 700 km², ce qui représente 12 fois Manhattan. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers de New York, et c'est gigantesque. 45 milliards de dollars ont été prévus pour la réalisation de ce projet. Et l'objectif pour le président égyptien, enfin, l'objectif annoncé, c'est de relancer l'économie égyptienne et de créer un centre urbain sur le modèle des villes du Golfe, hein, un peu à la Dubaï, une sorte de ville au standing qui est censée être la condition nécessaire pour l'Égypte, donc le pays le plus peuplé du Moyen-Orient, pour retrouver son rôle de leader régional. Pour ce qui est de la réalisation du projet, en tout cas, il avance. Il y a des entreprises qui ont déjà commencé à travailler sur place pour faire des routes, mettre en place un certain nombre d'infrastructures, etc. Il y a régulièrement des appels à projets qui sont lancés, etc. Personnellement, moi, j'y crois pas. Mais en tout cas, les travaux ont commencé et de fait, ça s'active. C'est en train de sortir de terre. Alors, c'en est vraiment à un niveau... il n'y a pas un bâtiment, quoi. Mais c'est quelque chose dont on parle régulièrement et pour l'instant, ouais, les travaux ont commencé. C'est-à-dire l'enjeu est aussi financier parce que l'Égypte actuellement est très largement sous perfusion et une grande partie de ses ressources viennent du Golfe. Donc ça fait partie des grands projets qu'a annoncé le régime dans le sillage de sa prise de pouvoir pour montrer qu'il y avait une rupture et que tout repartait. Bon, vous savez qu'il y a eu aussi des achats militaires qui nous ont concernés fortement. Qu'il y a eu aussi cette opération très paillette de soi-disant doublage du canal de Suez, bon, qui en fait n'a concerné qu'une partie du canal. Bon, tout ça a été un espèce de choc politique délivré par le régime lorsqu'Abdel Fattah el-Sisi a pris le pouvoir et a été confirmé, ne serait-ce pour qu'il soit confirmé au pouvoir en tant que président. Après, sur la réalisation aussi bien du canal que du grand projet, sur la rentabilité de ces projets et finalement leur achèvement final, on peut être quand même très très dubitatif dès qu'on commence à lire la moindre étude, quoi. Merci.